Mes chers collègues, nous commençons ce matin la 5e semaine d'audition de la commission d'enquête en recevant M. Alain Zabulon, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Comme vous le savez, cette commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Cahuzac. Nous avons demandé à vous entendre, M. Zabulon, car il a été fait état d'une conversation téléphonique que vous avez eue le 15 décembre 2012 avec M. Michel Gonel à propos de l'enregistrement dans lequel M. Jérôme Cahuzac parle de son compte suisse avec son chargé d'affaires. M. Gonel, au cours de son audition le 21 mai dernier, a indiqué vous avoir appelé pour attester auprès du président de la République de l'authenticité de l'enregistrement. Tel est du moins le récit qu'il nous a fait de cette conversation téléphonique. Nous souhaiterions donc connaître votre version de cet épisode et savoir quelle suite vous lui avez donnée. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie de bien vouloir vous lever, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Merci. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur, M. Alain Claes, pour un échange de questions et de réponses, et j'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à poser leurs questions. Monsieur le Préfet, vous avez la parole. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, bonjour. Merci de m'avoir convié devant votre commission pour vous apporter les éclaircissements et les informations que vous attendez sur l'échange téléphonique que j'ai eu avec Michel Gonel en cette matinée du samedi 15 décembre. Je suis donc à mon domicile, nous sommes le samedi matin, le standard de la présidence m'appelle pour me dire que Michel Gonel, ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, qui affirme bien me connaître, souhaite me parler. Je le fais aussitôt rappeler et je prends Michel Gonel au téléphone. Celui-ci, dans un premier temps, me demande s'il nous est possible de nous rencontrer en ville. Je n'en avais malheureusement pas le temps puisque j'étais attendu à la présidence où nous devions apporter la dernière main aux préparatifs de l'arbre de Noël, événement important dans la vie de la présidence. Et donc, je n'étais pas disponible pour un rendez-vous. En revanche, j'ai dit à M. Gonel, puisque vous avez pris la peine de m'appeler, je peux prendre 10 minutes, un quart d'heure, évidemment, pour converser avec vous et vous écouter. Michel Gonel me dit que depuis une dizaine de jours, depuis que Mediapart a révélé les informations sur le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, il est l'objet, me dit-il, d'une forte pression des journalistes qu'il accuse d'être le détenteur du fameux enregistrement par qui, entre guillemets, le scandale arrive. Il me dit qu'il est soumis à une forte pression, qu'il le vit très mal, qu'il n'est pour rien dans cette affaire et il souhaite se confier à moi. Et là suit une sorte de récit, une confession, au terme de laquelle il m'indique qu'à la fin de l'année 2000, à l'issue d'une conversation téléphonique avec Jérôme Cahuzac, celui-ci l'informe de la prochaine venue du ministre de l'Intérieur pour inaugurer le commissariat de Villeneuve-sur-Lot. Le portable de Jérôme Cahuzac aurait rappelé de manière malencontreuse celui de Michel Gonel et il se retrouve avec, sur sa messagerie, un échange entre quelqu'un, présumé être Jérôme Cahuzac, c'est du moins ce qu'il affirme, et un tiers au sujet de ce fameux compte en Suisse, échange qui est désormais dans le domaine public et que vous connaissez bien. Je l'écoute, bien, et alors? Eh bien, il me dit j'ai conservé cet enregistrement. Il me dit qu'il l'a fait graver sur un CD en 2 exemplaires et qu'il l'a conservé pendant de nombreuses années dans un tiroir. Il me dit qu'il n'avait absolument pas l'intention de s'en servir contre Jérôme Cahuzac, avec qui les relations sont désormais apaisées, il est retiré de la vie politique, et puis il considère, il me dit que ce ne sont pas ses méthodes, et que ce ne sont pas des méthodes, etc. Donc, il a conservé, me dit-il, ces 2 exemplaires, et fin 2006, début 2007, il m'informe qu'il les a remis à Jean-Louis Bruguière, magistrat de son État, mais surtout candidat à la députation à Villeneuve-sur-Lot en 2007 contre Jérôme Cahuzac. Et rajoute-t-il aussitôt, mais je pense qu'il ne s'en est pas servi.
Bon, j'écoute tout cela avec beaucoup d'attention. Il m'annonce qu'il disposerait d'une lettre qu'il pourrait remettre, si nécessaire, au président de la République, et il me demande en quelque sorte quels sont mes conseils, mes instructions. Je suis dans un état d'esprit où, à la fois, je mesure l'importance des informations qui sont portées à ma connaissance, et en même temps, je me pose quelques questions. Je me permettrai, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'y revenir dans quelques instants. Je ne prends pas de position sur le champ. Je ne lui dis pas « faites ceci ou ne faites pas cela ». Je lui dis « Monsieur Gonel, je vais d'abord référer en interne, dans ma maison, sur les informations que vous venez de porter à ma connaissance. Convenons que nous nous rappelons la semaine prochaine. » Et comme je devais donc me rendre à la présidence, je saute dans ma voiture, je me rends à la présidence, je vais voir le secrétaire général de la présidence, à qui je commence à expliquer ce que je viens d'entendre, et Pierre-René Lemas, le secrétaire général, me dit je te propose que nous allions voir le président qui est dans son bureau. Je pense que ça devrait évidemment l'intéresser au plus haut point. Nous rentrons dans le bureau du président et je rends compte en détail de l'entretien que je viens d'avoir avec Michel Gonel au président de la République et au secrétaire général de la présidence. Le président est évidemment très attentif à ce que je lui explique, il me demande un peu ce que j'en pense, et à la fin de mon entretien, il me dit, et sans aucune hésitation, si vous avez un nouveau contact avec M. Gonel, s'il doit vous rappeler ou si vous devez le rappeler, dites-lui que ces informations doivent être sans délai portées à la connaissance de la justice. Et il ne me donne aucune autre instruction que celle-ci. Et il me dit, et si ce fameux courrier arrive, eh bien, nous le transmettrons à la justice. C'est une affaire qui relève de la justice. Le week-end se passe et le lundi 17 décembre au matin, nous avons à 9 h notre traditionnelle réunion d'agenda. Je remonte à mon bureau, j'ai quelques appels qui sont tombés, dont un de Michel Gonel. Je dis à ma secrétaire, passez-moi mes appels du matin, dont Michel Gonel. Et là, il se passe quelque chose sur lequel je vais vous donner quelques détails, parce que j'ai pu voir que Michel Gonel avait expliqué ça avec un luxe de détails qui pourrait éventuellement laisser penser qu'il y aurait eu je ne sais quelle manœuvre ou autre de ma part. Les choses sont très simples. Mes secrétaires me passent les appels qui étaient en instance, et au moment où elles vont pour me passer Michel Gonel, dont elle a composé le numéro, je reçois un appel en interne du palais, je décroche, la conversation dure un peu, et je ne prends pas Michel Gonel, je loupe le rappel de Michel Gonel, et ma secrétaire lui dit « Monsieur Gonel, je ne vais pas vous faire attendre, Monsieur Zabulon, entre-temps, a pris une communication, rappelez plus tard, ou je vais vous rappeler. » Enfin voilà, nous nous loupons, j'imagine que ça a dû arriver à chacune et chacun d'entre vous, on se loupe en cette matinée du 17 décembre, et donc je n'ai pas Monsieur Gonel au téléphone. J'imagine qu'il va me rappeler, j'enchaîne ma journée, beaucoup de rendez-vous, de réunions, bref. Je me dis vraisemblablement, M. Gonel, qui cherche à me joindre, qui attend de ma part une position, une réponse, des instructions, ne va pas manquer de me rappeler. Il ne m'a jamais rappelé. En cette journée du lundi 17 décembre, je me pose quand même une série de questions que je souhaiterais vous livrer. Tout ceci s'est un petit peu décanté dans mon esprit. L'entretien date de samedi. J'ai immédiatement informé le président. Je précise également que le samedi 15 décembre, je passe un coup de fil à Jérôme Cahuzac, je l'appelle, et je lui fais part de l'entretien que j'ai eu avec Michel Gonel. Pourquoi je le fais? Parce que je rappelle que dans le contexte de la mi-décembre, les informations livrées par Mediapart sont toutes récentes, et à l'époque, la majorité des commentateurs et des observateurs donnent crédit à Jérôme Cahuzac de sa bonne foi. On accorde à l'époque, peu de crédit aux affirmations de Mediapart. Et j'ai considéré qu'il était loyal, en tant que collaborateur du président de la République, de l'informer de la teneur de cet échange. Je l'ai donc fait, il m'a écouté, l'entretien était bref, je crois qu'il était en rendez-vous, il était occupé, il me dit merci de ces informations, il n'avait pas l'air d'être plus surpris que ça. Et en plus, je me disais déjà à ce moment-là qu'il serait peut-être probable que de toute façon, la teneur de cet échange ne reste pas confidentielle trop longtemps. La suite l'a d'ailleurs prouvé. Donc le 17 décembre, nous avons cet appel raté avec
Michel Gonel. Et dès le milieu de la semaine, la teneur de l'échange que j'ai eu avec Michel Gonel commence un peu à diffuser dans la presse. Je n'ai pas retrouvé précisément d'article, mais en tout cas, le 21 décembre, ou plus tard, le vendredi 21 décembre, tout l'entretien que j'ai eu avec Michel Gonel se retrouve dans la presse. Et dans cette semaine du 17 décembre, à mesure que je réfléchis à les déclarations qui m'ont été faites, je me pose 2-3 questions que je souhaite vous livrer. Tout d'abord, je vous le dis très franchement, je m'interroge sur la crédibilité qu'il convient d'apporter à ce récit. Parce que tout d'abord, j'observe que ce qui m'a été exposé le 15 décembre est contraire de ce que Michel Gonel a affirmé quelques jours avant, et dont je vous donne lecture. Je crois que c'est un article du Sud-Ouest, 9 ou 10 décembre, dans lequel on indique le nom de l'ex-maire RPR de Villeneuve-sur-Lot, Michel Gonel, circule comme étant celui qui a le fameux enregistrement, et je cite « Je n'ai absolument rien à voir avec cette affaire, c'est une plaisanterie. J'aurais gardé un enregistrement pendant 12 ans dans un carton sans m'en servir avant, et puis mes relations avec Jérôme Cahuzac sont très sereines, indique maître Gonel, qui voit plutôt dans ses soupçons envers sa personne une manœuvre de communication ou de diversion. Michel Gonel va même plus loin, je cite « La thèse d'une origine lot-et-garonnaise de cet enregistrement est une manière habile de brouiller les pistes, c'est une grande manipulation. » Fin de citation. Et donc, je le dis très clairement, je m'interroge. À quel moment Michel Gonel dit-il ce qui correspond à la réalité? Est-ce le 10 décembre, lorsqu'il nie être en quoi que ce soit responsable de cette affaire, ou est-ce le 15 décembre, lorsqu'il se livre à cette confession, entre guillemets, par téléphone auprès de moi? Je suis également perplexe du fait que Michel Gonel me dit qu'il a conservé cet enregistrement, qu'il l'a gravé sur un CD, tout en me disant qu'il n'avait pas l'intention de s'en servir. Voilà, je suis dubitatif, je suis un peu perplexe. Et puis, enfin, il communique ce CD à un tiers, et pas n'importe qui, à Jean-Louis Bruguière, candidat à la législative. Et puis enfin, Michel Gonel, que j'ai connu lorsque j'étais sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, est un avocat, c'est un homme de loi, il connaît bien les textes, je l'ai côtoyé pendant 2 ans et demi, ancien parlementaire, ancien maire, il connaît la loi. Comment se fait-il qu'il juge utile plutôt de passer par la présidence de la République que par la justice pour contribuer à la manifestation de la vérité? On aurait pu imaginer qu'après tout, en face de cette pression médiatique, il s'exprime publiquement, il fasse une conférence de presse et qu'il dise voilà quel a été mon rôle dans cette affaire, ce qui aurait contribué de manière spontanée et transparente à la manifestation de la vérité. Et donc, très objectivement, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas eu là, je pèse mes mots, mais une certaine forme d'instrumentalisation pour faire connaître le rôle qui a été le sien par présidence de la République interposée. C'est un petit peu l'analyse que je me fais dans cette semaine du 17 décembre. Et lorsque je vois que l'intégralité de nos échanges se retrouve dans la presse et notamment dans Mediapart, je me dis que nous avons là une affaire qui prend une autre dimension et donc je n'aurai plus jamais aucun autre contact avec Michel Gonel. Donc, en conclusion de cet exposé liminaire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'en arrive à la conclusion qu'il y a peut-être eu là une sorte d'instrumentalisation de la présidence à travers la production d'un témoignage qui, à l'évidence, aurait dû être porté à la connaissance de la justice et depuis longtemps, puisque je rappelle que l'enregistrement date de 2000 et que, en quelque sorte, on a utilisé la présidence pour pouvoir révéler le rôle qui a été le sien pour Michel Gonel dans cette affaire. Et l'attitude de la présidence a été constante, a été de considérer que c'était à la justice et à elle seule de démêler les fils de la vérité. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les éléments factuels que je crois utile de porter à votre connaissance et que j'ai complétés de quelques éléments d'analyse sur lesquels je suis évidemment prêt à m'expliquer, à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Bon, peut-être pour qu'on soit bien d'accord, on va, en quelques mots, bien être précis sur les dates. Donc, c'est le samedi, Monsieur, samedi 15 décembre, que vous recevez
la communication de M. Gonel. Vous n'avez pas la possibilité de le rencontrer, mais il vous dit, il vous expose bien entendu sa version des faits, et il vous dit qu'il a un document pour le président de la République. Ce document n'a jamais été transmis à la présidence de la République. Après le 17, après le 21, ce document n'est jamais parvenu à la présidence de la République. Donc, vous avertissez le secrétaire général de l'Élysée le samedi 15 et vous évoquez avec le président ce sujet. Il vous est répondu que s'il a des documents, le transmettre à la justice. Savez-vous qu'à cette époque, il n'y a qu'une procédure judiciaire en cours, c'est celle de M. Cahuzac. Celle de M. Cahuzac qui a lancé une procédure pour diffamation. Vous souhaitez de l'avoir au téléphone à nouveau le 17 décembre, et là, pris par une autre communication, et vous ne le rappelez pas. Non, je ne le rappelle pas. Alors, la question que je souhaiterais vous poser, qui a répondu à l'AFP? Vous savez qu'il y a un communiqué de l'AFP parlant de l'Élysée et évoquant ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir il faut qu'il saisisse la justice. Qui a été à l'origine de cette déclaration à l'AFP? Alors, lorsque la teneur de l'entretien que j'ai eu avec Michel Gonel commence à diffuser dans la presse, nous sommes en milieu de semaine à peu près. Le chargé de communication à la présidence me dit « On parle d'un entretien que tu aurais eu avec Michel Gonel, qu'en est-il ?» Je dis « Oui, je confirme cet entretien et nous convenons de répondre ce qui est strictement la vérité. Petit 1, cet entretien a bien eu lieu, au cours duquel Michel Gonel m'a communiqué un certain nombre d'informations et 2, ces informations ont vocation à être transmises à la justice. » Alors il n'y a pas eu de communiqué de presse à proprement parler de la présidence, c'est une réponse orale qui a été faite à des journalistes qui ont interrogé la présidence de la République sur la teneur de ce fameux entretien du samedi précédent. Dans votre exposé, vous dites que vous indiquez qu'il avait fait 2 enregistrements, 2 exemplaires, il y avait 2 exemplaires de cet enregistrement, pardon, et que fin 2006-2007, il les a remis au juge Bruguière. Les 2? Alors, non, il me dit qu'il en a remis un. Il me dit qu'il en a remis un. Mais j'ignore ce qui est advenu du deuxième. J'entends tout ça, mais, comment vous dire, il me dit cela, je l'entends, mais je n'ai pas d'éléments pour pouvoir en juger. Mais il m'a parlé d'un exemplaire remis à Jean-Louis Bruguière. Avez-vous entrepris ensuite, après ces dates, quoi que ce soit pour obtenir des informations sur la réalité des affirmations de Mediapart? Vous n'avez pas eu d'autres contacts? Non, je n'ai eu aucun autre contact sur cette affaire. Je crois qu'il faut que les choses soient bien claires. Le président de la République ne m'a pas chargé de suivre à son cabinet ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Cahuzac. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai été concerné de manière indirecte par cette affaire à travers un coup de fil que j'ai reçu. Mais je n'ai pas, le président ne m'a pas demandé de mener des investigations, des vérifications, de passer des coups de fil sur quoi que ce soit. Et donc, ma participation dans cette affaire est strictement limitée à ce que je vous ai exposé ce matin. Pourquoi ne l'avoir pas rappelé après le 17? Parce que, je vous l'ai dit... Il aurait été simple de lui dire si vous avez des choses à transmettre, vous les transmettez à la justice. Après que nous nous soyons ratés dans les conditions que j'ai expliquées le 17 au matin, je ne vous cache pas que ce témoignage que j'ai eu me trotte dans la tête. Je me pose des questions, c'est normal. Je me demande qu'est-ce qu'il y a un peu derrière tout cela. Et je me dis, Michel Gonel va me rappeler, inévitablement. Je reçois 10 à 15 appels par jour. La plupart des gens qui n'arrivent pas à me joindre me rappellent à un moment ou à un autre. Donc il a dit que, j'ai vu qu'il avait dit, la présidence ne m'a pas rappelé. Je peux dire également, Michel Gonel ne m'a pas rappelé. Nous avions convenu de nous joindre, que nous reprenions contact. Il n'avait pas été dit de manière formelle que c'était lui ou que c'était moi. Nous avions convenu de nous joindre de nouveau dans le courant de la semaine. Dès lors que c'est lui qui était demandeur, qui souhaitait avoir des indications de ma part, moi je m'attendais assez naturellement à ce qu'il me rappelle. Et en même temps, j'ai vu qu'il ne l'a pas fait. Et comme encore une fois, je m'interrogeais, je le dis très clairement, sur la crédibilité
et sur certaines interrogations que j'avais sur le témoignage qu'il m'avait fait, j'ai considéré qu'il était préférable que celui qui m'appelle. Et s'il m'avait appelé, bien évidemment, je l'aurais pris et je lui aurais dit ce qu'il était prévu que je lui dise, à savoir de saisir la justice. En fait, je n'en ai quasiment pas eu le temps, puisque dès le début de la semaine, la teneur de notre entretien a commencé d'être connue à l'extérieur. Alors, je me suis posé la question de savoir comment, évidemment, la teneur de notre entretien, qui était censée être confidentielle, avait pu être diffusée à l'extérieur. Alors, il y a un élément sur lequel je voudrais revenir, dont je n'avais pas connaissance le 15 décembre, et dont j'ai eu connaissance récemment lorsque j'ai regardé avec attention, vous l'imaginez bien, la déposition de Maître Gonel devant vous. J'ai appris que le 14 décembre, c'est-à-dire la veille, Maître Gonel et Edoui Plenel se rencontrent. Edoui Plenel, qui l'a d'ailleurs confirmé ici devant la commission, dit à Michel Gonel « Mais il faut vous dévoiler, dites la vérité, vous devez assumer le rôle qui a été le vôtre dans cette affaire. » Et Michel Gonel lui répond « J'ai une autre idée. » Et le lendemain, le 15 décembre, il appelle, je cite, sa vieille connaissance de l'Élysée, à savoir votre serviteur. Donc, quand on établit la chronologie, le 10 décembre, il déclare qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Le 14 décembre, mais ça je ne le savais pas le samedi, mais je l'ai appris depuis, il a un contact avec Edoui Plenel, il se parle, il dit non, je ne vais pas me dévoiler, je vais m'y prendre autrement. Le 15 décembre, il m'appelle, et milieu de semaine, fin de semaine, la teneur de notre conversation est dans le domaine public et donc l'affaire est sur la place publique. Voilà la chronologie des faits, sur lesquels il ne m'appartient pas de tirer les conclusions. C'est le rôle de la commission. Mais quand j'ai parlé tout à l'heure d'instrumentalisation, de manœuvre, d'utilisation de la présidence de la République pour faire sortir une partie de la vérité sur cette affaire, j'ai le sentiment de ne pas être totalement loin de la vérité. Le seul point de divergence qu'il y a par rapport à la déclaration de M. Gonel, qui nous a faite le 21 mai 2013, c'est qu'il prétend que votre secrétariat avait dit que vous alliez le rappeler. Hein. C'est même pas un point de divergence. Je vous dis les choses très clairement. Je ne saurais pas vous dire ce qu'a dit précisément ma secrétaire. A-t-elle dit « Monsieur Zabulon va vous rappeler » ou a-t-elle dit « Rappelez cet après-midi » ? Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être a-t-elle dit « Monsieur Zabulon va vous rappeler ». Ce n'est pas un point de divergence. J'ai expliqué les conditions dans lesquelles nous nous sommes loupés le 17 au matin, parce que j'ai vu qu'il l'avait donné avec force détail. Donc j'ai voulu être clair vis-à-vis de la commission en vous disant précisément ce qui s'est passé. Mais c'est vrai, je vous le dis, après que nous nous soyons donc ratés le lundi 17 décembre au matin, après la journée à passer, et réfléchissant quand même un peu à cette affaire, je me suis dit, mais si Michel Gonel veut me reparler, il a mon numéro, il sait où me joindre, et il sait que je le prendrai au téléphone, la preuve, puisque j'ai essayé de l'appeler le lundi matin. Donc s'il avait voulu me joindre, il n'aurait pas manqué de rappeler, comme il a su le faire le samedi matin, et comme il a su le faire le lundi matin. Vous indiquez à la Commission que vous n'avez pas eu de contact pour vous informer plus avant sur cette affaire. Est-ce que des informations vous sont remontées ? Ma connaissance de cette affaire, et je le dis avec solennité, je témoigne sous serment. Ma connaissance de cette affaire se limite à ce que j'ai lu dans la presse et à l'échange que j'ai eu avec Michel Gonel. Voilà mon degré de connaissance de cette affaire. Il ne va pas au-delà. Quand vous avez occupé des responsabilités dans la région de Jérôme Cahuzac, est-ce que vous avez eu, à un moment ou à un autre, vendre des informations laissant entendre qu'un compte en Suisse pouvait exister? Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Jamais entendu parler de cette affaire. Pardon. Non, je dis, je n'avais jamais entendu parler de cette affaire jusqu'aux révélations de Mediapart. Vous n'avez pas entendu aussi des éléments concernant son dossier fiscal qui serait remonté dans la région suite à rien? Aucune information là-dessus. Je suis nommé sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot en août 1997.
Jérôme Cahuzac est fraîchement élu député depuis le mois de juin. Michel Gonel est maire de Villeneuve-sur-Lot. Ce sont deux personnalités politiques importantes de l'arrondissement. Les deux hommes affichent d'ailleurs une forme de courtoisie républicaine de bonne aloi. Les choses se passent bien. Quand on est sous-préfet, évidemment, on observe un peu les choses. Je vois bien qu'il y aura tôt ou tard un rendez-vous pour les municipales. On peut le subodorer. On voit bien que Jérôme Cahuzac est un homme qui a de l'ambition. Et à l'époque, les commentaires que j'entends sur Jérôme Cahuzac, c'est que c'est un homme politique talentueux qui, manifestement, est en train de réussir son implantation dans le Lot-et-Garonne. Il est très présent. Il ferraille avec Jean-François Poncet, qui est à l'époque sénateur et président du Conseil général. Vie politique locale d'un département du Sud-Ouest, un peu agité, on a du tempérament. Tout ça est tout à fait, comment dirais-je, banal et ordinaire. Et à aucun moment, je n'entends parler de quoi que ce soit de trouble ou d'illégal concernant Jérôme Cahuzac. Dernière question, Monsieur le Président. Avez-vous eu connaissance de la note de la DCRI demandée par le ministre sur UBS? Je n'ai jamais eu connaissance de cette note, dont j'ignore d'ailleurs si elle existe, très clairement, et je n'ai jamais eu entre mes mains le moindre document écrit sur l'affaire Cahuzac. Et je n'ai ici que des coupures de presse annotées. Pour rappeler à la Commission, cette note, nous l'avons. Elle a été transmise par Manuel Valls la semaine dernière. J'avais averti la Commission. Je confirme que le nom de Jérôme Cahuzac ne figure pas dans cette note. Mais on parle de la banque UBS. Merci, monsieur. Quelques questions complémentaires avant de donner la parole à nos 6 collègues qui se sont inscrits. Vous avez été sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot du 9 juillet 1997 au 4 février 2000. Quelle était la nature des relations que vous avez eues avec M. Gonel et avez-vous continué à avoir des relations avec celui qui était encore pour un an ou deux maire de Villeneuve-sur-Lot après votre départ de Villeneuve-sur-Lot? Pendant mon séjour à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot, mes relations avec Michel Gonel sont bonnes. Nous avons un certain nombre de dossiers lourds dans l'arrondissement, la création d'une communauté de communes pour laquelle nous avons travaillé ensemble vraiment de concert, une situation économique un peu difficile, bref, j'ai avec lui de bonnes relations, constructives et de travail, pareil avec le député, pareil avec l'ensemble des élus. Ensuite, je quitte Villeneuve-sur-Lot, donc début 2000, février 2000, et je n'ai pas revu Michel Gonel depuis, et nous ne nous sommes pas contactés depuis. Je n'ai pas eu de contact avec lui. Donc vous n'avez eu aucun contact entre le 4 février 2000 et le moment où il vous appelle le fameux 15 décembre? Non, je n'ai pas eu de contact avec lui. Non. Jamais? Non. Je Aucun. suis en train de... Pardon. 2006, je suis sous-préfet d'Antony, je viens d'être nommé préfet délégué en Essonne, et il me passe un coup de fil pour me féliciter. Voilà. Un rapide coup de fil pour me dire je suis content pour vous. Oui. C'est en janvier, février 2006. Pardon d'être un petit peu incertain sur la date, mais c'est à peu près à cette époque-là. Mais le rapporteur a essayé de poser à plusieurs reprises la question. Comment vous expliquez que M. Gonel vous appelle? Ah mais... Quel est... Bon, c'est quand même... Mon explication, que je n'ai pas sur le champ, sur le moment, je suis surpris. C'est pour ça que je suis, comment dirais-je, très peu disert pendant l'échange. Je l'écoute, mais j'interviens très peu. Mais à la réflexion, mon analyse, c'est que Michel Gonel a, depuis des années, un fardeau, qui est ce fameux enregistrement qui figure sur un CD qu'il a rangé dans un tiroir. Il a la pression de la presse début décembre qui le somme de se dévoiler. Monsieur Gonel, il faut dire la vérité, allez-y. Edoui Plenel l'a dit ici, devant cette commission. Il cherche une sortie. Je pense qu'il a vu en ma personne, puisque c'est vrai que j'avais des relations cordiales avec lui, peut-être a-t-il vu une porte de sortie en se disant « Ah mais je connais Zabulon à l'Élysée, il sera sûrement de bon conseil, je vais l'appeler. » Sauf que les choses ne se passent pas ainsi. Michel Gonel est un homme avisé, je le répète, c'est un homme de loi. C'est tout sauf un jeune homme débutant qui ne connaît pas bien les institutions et les circuits. Donc il sait bien que ça n'est pas, comment dirais-je,
la voie normale et habituelle, et qu'il devrait plutôt soit le rendre public, comme d'ailleurs Mediapart l'incite à le faire, soit saisir la justice, qu'il aurait d'ailleurs dû faire depuis des années. Donc j'ai le sentiment qu'en m'appelant, il cherche une solution, il cherche une porte de sortie, sauf que ce n'est pas n'importe laquelle, il s'agit juste de la présidence de la République. Et donc, voilà une porte de sortie qui paraît un peu singulière. Mais d'après vos souvenirs, est-ce qu'il vous a dit qu'il avait préparé une lettre pour le président qu'il voulait vous remettre pour que vous lui transmettiez directement? Il m'a parlé d'un courrier. Alors, souhaitait-il me le remettre à moi personnellement? Je ne sais plus précisément. En tout cas, il m'a parlé d'un courrier à coup sûr destiné au président. À vous remettre, d'après vos souvenirs? Ou à me remettre, ou à envoyer, je ne sais plus précisément. Mais en tout cas, je confirme qu'il avait bien un courrier à disposition du président. Avec l'enregistrement, d'après vos souvenirs? Ça non. Non, il m'a pas C'était parlé simplement un courrier. Ouais, Courrier qui n'est jamais parvenu. D'accord. En tout cas, pour ma part, je ne l'ai jamais vu. Parce que, là aussi, je ne le rappelle pas le 17 décembre, c'est entendu. Rien ne l'empêchait de déposer ce courrier à la boîte aux lettres du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré ou de l'envoyer par la poste. Rien ne l'empêchait de le faire. Je n'ai jamais reçu ce courrier. Et là aussi, dans le courant de la semaine où cette affaire se décante et en même temps elle se révèle, je constate cela. Je constate que, un, il ne me rappelle pas, que deux, aucun courrier ne me parvient, je ne suis pas relancé, mais que par contre, assez rapidement, la presse évoque notre entretien et, je cite, le 21 décembre, je crois que c'est important, interrogé sur cet échange, Michel Gonel déclare « Je ne dément pas ». Je ne dément pas. Mais vous nous avez parlé d'instrumentalisation de la présidence de la République. Supposition de ma part. Cette hypothèse, quel type d'instrumentalisation? C'est-à-dire que, quelles étaient les voies possibles pour Michel Gonel, à mon sens? Un, saisir la justice, ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Article 40 du Code de procédure pénale. Combien même aucune instruction n'était ouverte, combien même aucune procédure n'était ouverte. Il n'est pas nécessaire, à ma connaissance, qu'une procédure soit officiellement ouverte pour saisir la justice de faits susceptibles de constituer une infraction. Première voie possible. Deuxième voie possible, rendre public son rôle dans cette affaire. Faire une conférence de presse en disant « Oui, je confirme que je suis bien le détenteur de cet enregistrement et voilà ce que j'en ai fait. » Bon, voilà, c'était une deuxième voie possible. Il n'a utilisé ni l'une ni l'autre. Il en a utilisé une troisième. Une vieille connaissance, dit-il. D'accord. Bien, j'ai 6 inscrits. On va commencer par Madame Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste rappeler en propos liminaire que cette commission d'enquête, elle n'a pas vocation à s'intéresser à Maître Gonel exclusivement. Enfin, c'est assez étonnant. Depuis ce matin, on est sans arrêt sur Maître Gonel. 3 questions très rapides. Madame, si en tant que rapporteur, j'ai parlé de Maître Gonel, c'est pour une chose évidente. Nous avons demandé à M. Zabulon de venir témoigner devant notre commission, car M. Gonel a pris contact avec M. Zabulon en tant que directeur adjoint de cabinet. C'est la seule raison. Et donc, de cette audition aujourd'hui. Madame Dalloz, 3 questions. Alors, 3 questions très rapides. Je vais les donner les 3 à la suite parce qu'elles appellent des réponses très courtes. Lors de la conversation téléphonique le 15 décembre, vous étiez très préoccupé et occupé par les préparatifs de l'arbre de Noël. Pour autant, dans la conversation que vous avez avec Maître Gonel, vous avez, et nous l'avons auditionné, donc nous connaissons la façon de narrer de Maître Gonel, vous avez dû passer un moment assez long au téléphone puisqu'il vous a donné les 2 éléments clés de cette affaire, à savoir l'enregistrement, la façon dont a été à sa disposition cet enregistrement, et deuxièmement, Maître Bruguière. Donc, c'est relativement long à raconter toutes ces péripéties. Donc, vous avez dû passer un certain moment au téléphone pour mesurer tout cela le 15 décembre. Monsieur Gonel nous dit que c'est le mardi 18 qu'il vous a appelé. Vous vous dites que c'est le lundi 17. Voilà, je voudrais avoir la précision. Quel jour précisément? Et puis, quand vous dites « Il était préférable que ce soit Gonel qui m'appelle », Monsieur le Préfet, il avait déjà fait 2 démarches.
La première, de vous appeler. La deuxième, de vous rappeler à nouveau. Moi, je veux bien que, enfin, quand on connaît un peu monsieur, on l'a auditionné, monsieur Gonel, il était évident qu'il n'allait pas revenir une troisième fois à la charge. C'est un peu facile de dire j'attendais qu'il m'appelle. Parce que si vous aviez un message aussi court à lui faire passer, à savoir allez voir la justice aux ordres du président de la République, puisque c'est le président qui vous a dit il doit aller voir la justice, vous auriez très bien pu aussi convenir de l'appeler vous en direct et de lui dire que le président souhaitait qu'il dépose tous les éléments auprès de la justice. Alors, sur la première question... Appuyez, monsieur le préfet. Sur la durée de notre conversation, un quart d'heure à 20 minutes à peu près. Moi, je n'ai pas chronométré, hein, mais j'ai pris le temps de l'écouter attentivement et sans l'interrompre, en étant très attentif à ce qu'il me disait. Deuxièmement, en ce qui concerne le rappel, je confirme que c'est le lundi 17 décembre au matin et non pas le mardi. J'ai ici la photocopie de la page du cahier d'appel. J'ai tenu à vérifier ce point. C'est donc bien le 17 décembre au matin. Troisièmement, sur le fait que, après avoir tenté de le rappeler et que je l'ai raté dans les conditions que je vous ai expliquées, j'ai effectivement considéré qu'il pouvait sans difficulté me rappeler et je pensais qu'il le ferait assez vite. Et je l'aurais bien sûr pris au téléphone et je lui aurais dit quelle était la position du président de la République sur cette affaire. Le temps en a manqué puisque dès le lendemain ou le surlendemain, on commençait à parler de cet entretien qui était censé être confidentiel. Donc, si je ne rappelle pas, je vais être très clair avec vous, Madame la députée, c'est que je n'ai absolument pas l'intention d'alimenter un feuilleton échange Zabulon-Gonel à l'intérieur d'une affaire qui est déjà suffisamment sensible et suffisamment compliquée. Et que je considère que Michel Gonel n'a pas besoin d'avoir des instructions, des conseils de la présidence de la République pour remplir son office de citoyen qui détient des informations sur une affaire dont tout le monde parle. Pas d'autres questions, Madame Dalloz? On passe à notre collègue Larrivé. Oui, Monsieur le Directeur, vous êtes un grand professionnel de l'action publique, expérimenté, reconnu comme tel. Vous avez été nommé préfet délégué par décret du président Chirac en 2006. Vous avez été nommé préfet de département par décret du président Sarkozy à 2 reprises, en Corrèze puis dans les Landes. Vous êtes désormais directeur adjoint du cabinet du président de la République François Hollande. Et si l'on en croit la presse, vous pourriez être nommé demain en Conseil des ministres coordonnateur national du renseignement, c'est-à-dire notamment de la DGSE et de la DCRI, ce qui est une preuve, si elle est confirmée, de très grande confiance personnelle du président de la République à votre endroit. Alors, mes questions portent très précisément sur les instructions qui vous ont été données par le président de la République le 15 décembre et peut-être postérieurement. Vous nous indiquez, je vous cite, que le président de la République, dans son bureau, le 15 décembre, lorsque vous lui rendez compte en présence du secrétaire général de l'Élysée de votre entretien avec Maître Gonel, le président de la République vous indique, je cite, « Si vous avez un nouveau contact, dites-lui que ces informations doivent être portées à la connaissance de la justice. » Fin de citation. Alors j'ai 3 questions très précises. Première question, avez-vous rendu compte au chef de l'État de ce qu'il n'y avait pas eu de nouveaux contacts? Première question. Et donc, y a-t-il eu, sous une forme ou sous une autre, sous forme de notes, d'entretien par l'intermédiaire de vos supérieurs hiérarchiques, Madame la directrice de cabinet ou le secrétaire général de la présidence, ou vis-à-vis du président de la République lui-même, y a-t-il eu un autre compte-rendu de ce que précisément vous aviez échoué en réalité à entrer en contact avec Maître Gonel? Deuxième question, a-t-il été envisagé à la présidence de la République de porter à la connaissance de la justice la teneur de l'entretien téléphonique dont vous rendez compte aujourd'hui pour la première fois publiquement devant cette commission d'enquête, puisque si bien il aurait pu être envisagé que, sous une forme succincte, une sorte de compte-rendu de cet entretien téléphonique soit porté à l'autorité judiciaire, peut-être d'ailleurs sur le fondement de l'article 40 que vous évoquiez tout à l'heure. Troisième et dernière question. Vous nous avez dit, Monsieur le Directeur, que vous n'avez pas été chargé par le Président de la République de suivre le déroulement de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Cahuzac pendant les semaines qui ont suivi cet entretien. Ma question est très simple. Qui, à l'Élysée, a suivi l'affaire Cahuzac? Je ne peux envisager qu'aucun collaborateur du Président de la République ne l'ait tenu personnellement, directement et précisément informé des suites de cette affaire.
Et par conséquent, si vous me permettez cette ultime question, si ce n'est pas vous, qui devons-nous auditionner pour connaître les conditions dans lesquelles, sur la période sur laquelle porte notre étude, notre commission d'enquête, qui devons-nous auditionner? Faut-il auditionner Sylvie Hubac, la directrice de cabinet du président de la République? Faut-il auditionner Pierre-René Lemas, secrétaire général de la présidence? Enfin, je pense qu'il faudrait que vous nous éclairiez, puisque vous-même nous avez indiqué, monsieur le directeur, que vous ne suiviez pas cette affaire. Merci. Réponse, monsieur le préfet. Alors, sur le fait que je n'ai pas eu de nouveau contact avec Michel Gonel, en milieu ou fin de semaine, à l'occasion d'une réunion de travail, le président m'a demandé si j'avais eu un nouveau contact avec Michel Gonel. Je lui ai dit non. Entre-temps, d'ailleurs, la presse avait déjà commencé à parler de cette affaire. Il m'a dit, bon, de toute façon, cet entretien est dans la presse, donc je ne vois pas l'utilité de le rappeler. S'il vous rappelle, vous lui parlez. Mais je l'ai informé de ce que Michel Gonel ne m'avait pas rappelé et que je ne l'avais pas moi-même appelé. En ce qui concerne la saisine de la justice, je crois qu'il ne faut pas inverser les rôles. C'est celui qui détient l'information qui doit les porter à la connaissance de la justice, pas celui à qui elles sont rapportées. Lorsque Michel Gonel me rapporte le samedi 15 décembre ce qu'a été son rôle dans cette affaire, je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas de preuves tangibles, je n'ai qu'un témoignage oral, dont je note d'ailleurs qu'il est différent de ce que Michel Gonel a dit publiquement 5 jours avant. Et donc, si quelqu'un doit saisir le ministère de la Justice, c'est l'intéressé, pas la présidence. Enfin, troisième élément, le suivi de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Cahuzac. J'imagine que le président de la République, en homme avisé qu'il est, a certainement eu les moyens de pouvoir se renseigner s'il le souhaitait, ou a eu des contacts, ou échanger sur cette affaire avec qui il le souhaite, mais dans l'organigramme de la présidence de la République, il n'y a pas de collaborateur qui soit chargé tous les lundis matins de faire une note sur l'affaire Cahuzac, qui est une affaire qui relève de la justice. Et d'ailleurs, le président l'a rappelé de manière constante. C'est une affaire, certes, avec une consonance politique évidente, mais c'est une affaire qui relève avant tout de la justice, et le président respecte la séparation des pouvoirs. Bien. Pardonnez-moi, sur ce dernier point, je ne voudrais pas que votre réponse laisse sous-entendre que sur les bancs de l'opposition, il y aurait une interrogation sur ce point. Il va de soi que le président est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et ma question ne consistait pas à savoir s'il avait été donné instruction par le chef de l'État d'intervenir dans le cadre de cette procédure. Néanmoins, monsieur le directeur, il va de soi, sauf à envisager que le président de la République fait lui-même ses revues de presse et collationne lui-même les documents d'information, il va de soi qu'un collaborateur à la présidence de la République, en tout cas je veux le croire, pour le bon fonctionnement de la présidence, rendait compte au président de la République de ces différents développements. Et c'était le sens de ma question. Les développements qui sont dans la presse, oui, moi-même j'ai là une revue de presse complète, comme tout le monde. C'est une affaire qui est sur la place publique, chaque jour a amené son lot de révélations. Bien évidemment, le service de presse qui fait son travail n'a pas manqué de diffuser les éléments qui sont dans la presse, mais pas seulement au président de la République, à tout le monde. Bien. Pas d'autres questions, mon cher collègue? Bien. La parole est à monsieur Gorge. Oui, d'abord, encore une précision, parce que moi aussi j'étais un peu sur le mardi pour l'échange avec monsieur Gonel, le deuxième échange. Et en fait, mais j'étais en train d'essayer de me repositionner pour écouter l'audition. J'ai l'impression que M. Gonel disait que dans le premier entretien, vous lui avez dit que vous alliez le rappeler, et vous le rappelez le mardi. Il y a une communication qui s'établit avec la standardiste, et elle se coupe. Mais ce n'est pas lui qui a eu l'initiative du rappel, mais vous. Bon, mais je vais regarder l'audition, mais je pense que c'est ce qu'il dit. Hein? Non, attendez. Non, j'ai pas dit M. Gonel, j'ai dit que M. Zabulon avait appelé M. Gonel. Pas du tout la même chose. C'est pas tout à fait ce qu'on a entendu. Mais attendez, laissez-moi poser la question. Attendez, c'est M. Gorge qui a la parole. Vous êtes les avocats de M. Zabulon? M. Gorge a la parole. Alors laissez-moi poser la question. Monsieur Germain, laissez notre collègue s'exprimer. C'est quand même assez étonnant. M. Gorge. Je ne vous ai pas posé de question, monsieur. M. Gorge, la question. Présidé. Je préside, comme vous pouvez le constater. Donc moi, je voudrais des précisions sur les échanges. Qui a eu l'initiative de l'échange? Monsieur Germain, s'il vous plaît. Monsieur Gorge a la parole. C'est incroyable. Alors, posez votre question, monsieur. Bon, voilà. Donc, allez, posez la première. Alors, deuxième. À partir du moment où le président de la République a la connaissance de cet échange, ce n'est pas une affaire banale. Il s'agit d'un ministre, quand même. Bon, moi, personnellement, je suis maire d'une ville depuis un certain nombre d'années, et il y a eu quelques petites affaires comme ça où on me donne une information sur un conseiller municipal, sur un adjoint, et donc
Je ne dis pas, écoutez, allez voir la police. Je questionne et puis je fais un entretien quand même avec l'intéressé. Je lui dis, tiens, on me dit que c'est des choses courantes, même de la vie normale. Président de la République, comment vous avez vécu ça entre le 15 décembre et le moment où M. Cahuzac dit effectivement j'ai un compte? D'ailleurs, c'est le seul qui dit qu'il a un compte, parce qu'il n'y a encore personne qui l'a démontré. Comment ça se passe, cette relation? C'est-à-dire que le président vit avec ça, comme on peut marcher avec un clou dans sa chaussure pendant aussi longtemps. Moi, je voudrais connaître un peu de l'intérieur comment vous vivez ça. Et troisième question, qui est un peu la même, mais pour vous qui avez cette information, c'est vrai que M. Gonel, quand il fait ça, il vous renvoie la balle. C'est pas très sympa, je trouve. Mais comment vous vivez ça? Vous vivez ça de manière complètement secrète, ou alors vous avez des échanges avec quelques collègues, vous vous interrogez, vous posez des questions, au moment où la France ne parle que de ça. On ne parle que de ça. On oublie tous nos problèmes économiques, on ne parle que de ça. Donc comment vous le vivez? Monsieur le député, à vos deux questions. Sur la première question, je tiens à votre disposition la photocopie du cahier d'appel que je mets à la disposition de la Commission et qui indique les personnes qui appellent de l'extérieur. Le lundi 17 décembre au matin, Michel Gonel rappelle. Je suis en réunion d'agenda à 9 h. Je remonte de réunion. Ma secrétaire me dit un certain nombre de personnes vous ont appelé. Elle me cite les noms. J'avais 2-3 appels en instance, dont Michel Gonel. Passez-moi mes appels. Elle me passe mes appels. Je le redis, si les choses n'ont pas été claires. Et au moment où elle s'apprête à me passer Michel Gonel, qu'elle a donc appelé à ma demande, je prends un appel en interne. J'imagine que ça a dû déjà vous arriver. Et je loupe Michel Gonel. Voilà. Bon. Ensuite, je repars en réunion, puis en rendez-vous. Enfin bref, vous savez ce que c'est qu'une journée. Vous imaginez aisément ce que c'est qu'une journée au cabinet du Président de la République. Le rythme est soutenu. Et en fin de journée, je refais le point de mes appels. Je vois que Michel Gonel ne m'a pas rappelé. Peut-être s'attendait-il à ce que je le rappelle. Je veux bien. On peut prendre ça dans tous les sens que l'on veut. Il n'y a pas eu de nouveau contact avec Michel Gonel. Et j'affirme, je pense que, compte tenu de ce que nous nous étions dit le samedi, logiquement, il aurait dû me rappeler. D'ailleurs, il l'a fait le lundi 17 décembre. Et c'est moi qui le fais rappeler. Et il ne rappelle plus après. Et le surlendemain ou 2 jours après, notre échange est dans la presse. Donc moi, à partir de là, je me dois d'être prudent. Je ne vais pas aller alimenter un feuilleton dans lequel tout ce que je pourrais dire éventuellement après à Michel Gonel se retrouve dans la presse. Sur une affaire qui peut connaître, la suite l'a prouvé, un développement judiciaire. Donc, je considère que s'il ne me rappelle pas, c'est qu'il a de bonnes raisons, que j'ai d'ailleurs comprises par la suite. Ensuite, sur votre deuxième question, vous dites comment le président vit-il avec cette information? Je répète, dans le contexte du 15 décembre, où l'affaire est toute récente, où les accusations de Mediapart remontent à 10 jours, où le ministre n'est ni mis en examen, ni même cité à comparaître, et où la seule procédure judiciaire qui existe est une plainte en diffamation que Jérôme Cahuzac a annoncée, je crois, le 9 ou le 10. Ce témoignage, à charge évidemment de Michel Gonel, qui est embarrassant pour le ministre, je vous dis que nous lui accordons un crédit avec beaucoup de prudence. Nous ne sommes pas certains que nous avons là une information qui correspond à la vérité. Ça mérite d'être prouvé, cette affaire-là. Est-il vrai qu'il a eu cet enregistrement? Est-il vrai qu'il l'a donné à Jean-Louis Bruguière? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'éléments. Et je rappelle que le rôle de la présidence, ça n'est pas de mener des enquêtes. On aurait presque reproché au gouvernement de ne pas avoir diligenté je ne sais quelle enquête par des moyens détournés. Mais effectivement, nous avons cette information, nous la prenons comme un témoignage, mais non avéré, non démontré, non prouvé, à ce stade. Voilà, donc voilà comment nous vivons cette période jusqu'à ce que tout cela soit après dans la presse et qu'ensuite, comme vous le savez, que la vérité ensuite se révèle. Mais je rappelle qu'à la mi-décembre, la plupart des observateurs sont très prudents et se demandent quelle est la réalité de ces accusations. Donc nous sommes dans ce contexte-là. Et donc je me projette quelques mois en arrière et je vous dis comment nous avons vécu à ce moment-là ce témoignage dans un contexte, à l'époque, où on considère qu'on peut donner crédit au ministre de sa bonne foi. Nous sommes dans ce contexte-là. Monsieur Gorge, terminé. Madame Untermaier.
Merci, Monsieur le Président. Ma première question, la presse relate votre entretien avec Maître Gonel. Savez-vous comment la presse a pu avoir connaissance de cet entretien? Ma deuxième question, que vous dit Jérôme Cahuzac quand vous lui relatez ce témoignage qui est quand même très embarrassant? J'imagine pas qu'il le balaye d'un revers de main. Et dans la suite de cette question, avez-vous évoqué cet entretien avec Jérôme Cahuzac, avec Maître Gonel, avec des membres du cabinet de Jérôme Cahuzac ou de Pierre Moscovici? J'ignore qui a communiqué à Mediapart l'entretien que j'ai eu avec Michel Gonel. Ce qui ne m'a pas échappé, c'est qu'Edoui Plenel, ici devant votre commission, indique que c'est de source officielle. Edoui Plenel dispose d'un privilège que je ne partage pas avec lui. Il est journaliste. Il a donc le droit de ne pas vous révéler ses sources. Et donc, il m'est difficile, évidemment, de pouvoir le contredire, puisqu'il ne révèle pas ses sources. En tout cas, ce que je peux vous certifier, c'est que ce n'est pas moi qui ai informé la presse de cette affaire. Pas quel intérêt aurait eu la présidence d'aller nourrir une espèce de mauvais feuilleton et de donner une dimension de roman policier à cette affaire. Bon, donc j'ignore comment est-ce que Mediapart a eu connaissance de notre échange. Et pour répondre à votre deuxième question, lorsque j'appelle le ministre pour lui dire, l'informer de l'échange que j'ai avec Michel Gonel, je sens un homme un peu sous pression, on le serait à moins dans le contexte qu'il connaît. Les accusations portées contre lui par Mediapart sont graves. On parle même de sa vie privée qui était allée en place publique. Tout ça n'est pas très agréable. Donc je l'informe, je porte à sa connaissance ce témoignage. L'entretien est assez bref. Il m'en remercie. Il me dit écoutez, merci de m'avoir prévenu. Ne faites pas de commentaires. Et voilà. Oui, la question, c'est une des questions. Ah oui. Non, je suis resté toujours discret sur cette affaire. Évidemment, une fois que la presse a abondamment parlé de cet échange, on en a discuté en interne au cabinet. J'ai dit, bah oui, quand un collègue me posait la question, je dis oui, effectivement, j'ai eu Michel Gonel. En gros, ce que dit la presse correspond dans les grandes lignes à effectivement ce qu'il m'a dit. On en a parlé, mais comme nous parlons tous les jours autour du café de tel ou tel sujet ou de telle ou telle affaire en cours, mais rien de plus. Et je n'ai eu aucun contact, ni avec le cabinet de Jérôme Cahuzac, ni avec celui de Pierre Moscovici. Pardon de me répéter, mais j'y insiste, je ne suis pas chargé de suivre l'affaire Cahuzac au cabinet du président de la République. Autre question, Mme Dormeyer? Non. On passe à M. Blanc. Oui, Monsieur le Directeur, moi je voudrais connaître votre opinion sur les conditions dans lesquelles vous auriez pu mettre en œuvre les dispositions de l'article 40. Et je rappelle que cet article 40 du Code de procédure pénale, il est extrêmement clair. Il impose à toute autorité, et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle acquiert une information qui pourrait être qualifiée de crime ou de délit, et de saisir le procureur de la République et, dit le texte, sans délai. Et vous recevez un appel téléphonique. Au terme de cet appel téléphonique, vous apprenez que M. Cahuzac pourrait avoir être détenteur directement ou indirectement ou bénéficiaire d'un compte bancaire dans un établissement bancaire suisse. On vous dit qu'il y a une preuve qui circule. On vous dit même le nom d'un magistrat qui la détient. Et vous nous dites aujourd'hui, mais ce n'était pas à nous, à l'Élysée, collaborateurs du président de la République, de saisir la justice et d'adresser sur simple lettre, puisque c'est souvent comme ça que sont saisis les procureurs de la République, parfois sur des faits qui présentent un caractère très banal et qui, après enquête préliminaire diligentée sous l'autorité du parquet, apparaissent comme particulièrement importants. Et vous nous dites, mais ce n'était pas à nous de saisir le procureur de la République, c'était à M. Gonel. Alors, bien sûr que M. Gonel a été détenteur d'une autorité, puisqu'il a été maire, il a été parlementaire, mais le texte, article 40, il est extrêmement clair. Ce n'est pas parce qu'une autre autorité pourrait déposer une plainte et saisir le parquet que vous, en tant que haut fonctionnaire et un des plus hauts placés dans l'organisation de l'État, vous pouvez vous abstenir de le faire. Et vous comprendrez, les commissaires que nous sommes, vous êtes
à la tête de services très importants pour notre République. Vous avez connaissance de ces faits. Le Code pénal, non seulement vous autorise, mais vous impose, parce que l'article 40, c'est doigt, c'est pas peu, c'est doigt, et vous ne le faites pas. Alors, on vous dira au cours de ces auditions, mais il y avait une autre procédure qui est la voie de la coopération fiscale avec la Suisse, la fameuse convention de 66 que tout le monde connaît. Et, je veux dire, c'est l'art d'établir une convention internationale pour qu'elle ne soit jamais appliquée. C'est un peu ça, cette convention de 1966. Et donc cette voie fiscale, de coopération fiscale pour rechercher la vérité, elle est nettement insuffisante. Moi, je suis de ceux qui pensent que la voie la plus appropriée, c'est la voie pénale et la saisine du parquet. Alors ma question, elle est très très simple. Est-ce que, en ce mois de décembre, le 15 décembre, quand vous avez cet appel téléphonique, vous connaissez bien les dispositions de l'article 40 et toutes les opportunités qu'elle vous offre? Et si vous ne saisissez pas le procureur de la République, pourquoi ne l'avez-vous pas fait, alors même que, en quelques jours, la vérité aurait pu éclater, en tout cas bien avant les fêtes de Noël? Réponse, Monsieur le Préfet. Monsieur le député, je considère pour ma part que sur la base d'un témoignage oral, et dont je dis que le 15 décembre, il appelle les interrogations quant à sa crédibilité, quant à sa cohérence, parce qu'il dit le contraire de ce qui a été dit 5 jours avant. Je considère qu'il n'y a pas là d'éléments qui justifieraient que ce soit la présidence de la République qui saisisse la justice. Si M. Gonel avait envoyé le courrier dont il m'a annoncé l'existence, les choses seraient différentes. Vous avez un courrier de dénonciation, vous devez agir. D'ailleurs, je vous signale que, de temps à autre, sur des faits divers les plus banals et les plus ordinaires, il est fréquent que la présidence de la République reçoive des courriers de cette nature. Mais là, j'ai, le 15 décembre, quelqu'un qui me dit « voilà mon rôle dans cette affaire », qui est, encore une fois, différent de ce qui était annoncé quelques jours avant. Quel est l'élément tangible et solide qui aurait permis à la présidence de la République de saisir le procureur? On nous aurait dit « mais avec si peu d'éléments, vous saisissez le procureur ?» Il appartenait à M. Gonel de le faire, c'était à lui de le faire, et depuis longtemps, et depuis, je dirais même, l'année 2000, où il détenait cet enregistrement. Ça n'était pas la présidence. Monsieur Blanc. Juste pour compléter, dans notre système juridique et dans notre code de procédure pénale, celui qui dispose d'un pouvoir qui est considérable, de l'opportunité des poursuites, ce n'est pas le haut fonctionnaire, le détenteur de l'autorité publique qui reçoit l'information, c'est le procureur de la République. Et dans le fonctionnement de cette affaire, on a l'impression que c'est l'administration qui s'est substituée au parquet pour dire ce n'est pas suffisamment important, n'allons pas plus loin. C'est là que nous avons une interrogation, c'est là qu'à mon avis, enfin, pas m'exprimer pour l'instant, mais en tant que commissaire, je me dis le système n'a pas bien fonctionné parce que la haute fonction publique, avec toutes les qualités qu'on lui reconnaît, s'est substituée au parquet dans le lancement d'une enquête qui pouvait permettre d'obtenir la vérité. Alors, les faits ultérieurs diront finalement ils se sont tous trompés, oui, ils se sont trompés, mais il eût mieux valu que ce soit le parquet qui ne débouche sur rien que l'administration qui se taise. Voilà mon interrogation. Monsieur le Préfet. 2 éléments de réponse. Premièrement, sauf erreur de ma part, j'espère ne pas dire une bêtise, mais l'enquête préliminaire a été déclenchée, je crois, dès début janvier, si je ne me trompe. C'est-à-dire un petit mois après les révélations de Mediapart. On a vu dans certaines affaires la justice faire preuve de plus de longueur. Edoui Plenel, ici, devant cette commission, a reconnu que la justice avait pu travailler sans contrainte et sans obstacle. Il l'a dit, venant d'Edoui Plenel. Bon. Et, par ailleurs, dans votre propos, je crois comprendre, monsieur le député, que peut-être vous dites-vous, au fond, peut-être que le président a voulu mettre un peu cette affaire sous le boisseau et qu'on l'étouffe un peu. Mais il ne m'aurait pas donné l'instruction qui est celle qu'il m'a donnée. Il ne m'aurait pas dit, demandez à M. Gonel de saisir la justice. Il m'aurait dit, récupérez cette lettre, prenez le CD, mettez-le au coffre. C'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, il faut que la justice soit saisie. M. Gonel a des informations, qu'il saisisse la justice. Voilà ce qu'il m'a dit. Bien. Alors, monsieur le rapporteur, une question avant que je passe la parole à monsieur Moral-L'Huissier. Un mot pour mon collègue.
par rapport, ça concerne l'audition du procureur général la semaine dernière par notre commission. Je crois que tu y étais. Oui. Je crois que quand on regarde le calendrier, au-delà de l'enquête préliminaire que le procureur décide, le procureur lance son enquête le lendemain de la preuve que c'est un enregistrement, que l'enregistrement concernant Jérôme Cahuzac est vrai. C'est le lendemain, quand on regarde les dates. Donc, le travail administratif, entre guillemets, a été réalisé et la justice, dès le lendemain, lance cette procédure. C'est uniquement pour rappeler le calendrier, parce que... Monsieur Blanc, avant que Monsieur Vraiment deux secondes. C'est très factuel. Bien sûr, non, mais il faut bien le reconnaître, et M. Faletti l'a dit de manière très très précise, à partir du moment où la justice est saisie, les choses vont très très vite. Enfin, pour avoir pratiqué, parce que géographiquement je suis proche de la Suisse, dans des affaires pénales, moi j'ai toujours considéré que que la Convention de 1966, c'est une convention qui est très très formelle. Bon. Dans des affaires précises, elle ne permet pas de trouver la vérité. En revanche, ce que j'ai toujours constaté, et c'est pour ça que souvent le procès fait à la Suisse est particulièrement injuste, c'est que dans une commission rogatoire lancée par un juge d'instruction français et une demande de coopération au procureur de la République de Genève, qui est reconnu comme un homme d'exception dans la coopération pour lutte contre le crime, je veux parler de M. Bertossa. Parfois, en 48 heures, on a une réponse quand les affaires le justifient. Et la question que je pose dans cette affaire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a ces deux voies possibles, je le redis, et je pense que si au mois de décembre, peut-être même avant, depuis une sous-préfecture dans le Lot, peut-être même avant, depuis des services fiscaux, quand ce fameux rapport et cette note qui mentionne le nom de M. Cahuzac circule et passe dans les mains de toute une série de hauts fonctionnaires français, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à un moment, l'article 40 est là et qui vous permet de savoir la vérité. Alors, vous dites que je suspecterais que le président de la République est, etc. Non, je crois qu'on est là dans une commission d'enquête. On ne juge pas les intentions, on juge des faits. Monsieur Blanc. Et puis surtout, peut-être un dysfonctionnement du système. Oui, et je Monsieur crois, Blanc, sur n'anticipons pas sur nos conclusions. Monsieur le rapporteur et après Monsieur Laurel. Vous soulevez deux sujets. Sur le premier sujet, j'ai répondu. Sur le deuxième sujet, on sera amené à en reparler. C'est la nature de la convention avec la Suisse. C'est vrai que c'est un sujet important, mais qui sont différents, et on sera amené à en rediscuter au sein de la commission. Oui. Monsieur Morin-Lucier. Monsieur le Président, j'aurais souhaité une petite précision dans les déclarations de M. Zabulon. Vous avez été sous-préfet de 1997 à 2000 à Villeneuve-sur-Lot. On a l'habitude, en tant que parlementaire, à rencontrer beaucoup de personnes. Vous-même, vous avez connu deux préfets, M. Vacher et M. Jacquet. Vous avez vu le directeur des services fiscaux, le TPG, les services de la gendarmerie, de la police. Vous rencontrez le président de TGI et vous rencontrez le procureur de la République. Pouvez-vous nous dire sincèrement qu'à aucun moment, vous n'avez eu trace d'une rumeur sur le train de vie de M. Cahuzac sur cette commune? Monsieur le préfet. Monsieur le député, sous serment, je vous réponds que je n'ai jamais entendu la moindre rumeur de cette nature sur Jérôme Cahuzac à cette époque. Bien. La parole est à Madame Bechtel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, je voudrais revenir un instant sur le lien entre l'entretien que vous avez eu avec Jérôme Cahuzac et les événements qui ont suivi, parce qu'il me semble que certaines questions étaient peut-être marquées par une légère confusion quand même sur le rôle normal, la répartition des pouvoirs. Tout d'abord, vous confirmez que cet entretien a duré, disiez-vous, au moins un quart d'heure. C'est ce que vous avez répondu à Madame Dalloz. Bon, donc... oui, mais j'ai dit Cahuzac. Oui, non, je voulais Gonel. dire Gonel. Excusez-moi, vous faites très bien de le... Madame vous nous Dalloz, reprochiez de trop parler de Gonel, ça doit être parce que vous nous reprochiez de trop parler de Gonel. Madame Bechtel, à la question. Alors, dans cet entretien, vous nous confirmez que M. Gonel a été amené à vous dire qu'il possédait l'enregistrement depuis une bonne dizaine d'années. Bon. Alors, vous aviez gardé du personnage, vous nous avez-vous dit, une image plutôt cordiale. Bon, une dizaine d'années après, il se manifeste avec vous sur quelque chose d'un petit peu tordu, si vous me passez l'expression, surtout si on tient compte de la date de cet enregistrement. Donc, je ne sais pas quelle image vous vous faites de votre interlocuteur à ce moment-là, mais je ne parviens pas à comprendre, pour ma part, comment, devant un interlocuteur
pareil, vous pourriez être amené à vous dire, moi, et ce n'est pas une question d'être haut fonctionnaire, c'est une question d'être membre de cabinet. On pourrait être chef d'entreprise et membre de cabinet. Il y a une confusion aussi là-dessus. Moi, membre du cabinet, dans une fonction éminente du président de la République, je devrais saisir la justice ou proposer au président de la République de saisir la justice. Parce que je n'ai pas très bien compris, si M. Blanc voulait dire vous êtes un haut fonctionnaire, vous deviez saisir la justice et pas laisser faire d'autres hauts fonctionnaires, ou vous deviez dire au président de la saisir. Alors que ça aurait été au gouvernement plutôt d'ailleurs de le faire. Bon, je ferme la parenthèse sur cet ensemble quand même de confusion. Comment, j'essaie de me mettre à votre place, comment donc auriez-vous pu vous dire, à la suite d'un entretien de ce type avec une personne, même si vous aviez gardé d'elle un souvenir plutôt positif, ah ben là j'ai des éléments, je vais saisir la justice. Et au-delà, est-ce que votre sentiment est que le fonctionnement normal, je veux dire régulier, d'une présidence de la République est de se comporter de la sorte? Mais alors dans ce cas, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour le passé et pour l'avenir? Est-ce que ça veut dire que dès lors qu'un membre de cabinet du président de la République reçoit des informations, et Dieu sait si on a dû en recevoir par le passé, si on en recevra dans l'avenir, alors à ce moment-là, il doit saisir la justice indépendamment de la crédibilité du témoignage? J'avoue que... C'est une question, Madame Bechtel? Oui, c'est une question. Je demande, mais adressée à qui? Je demande... oui, elle est adressée à M. Zabulon. Je demande, au vu de son expérience, si c'est l'image qu'il pourrait se faire, même dans un autre cas, du fonctionnement normal d'une présidence de la République. D'accord. Madame la députée, je partage votre analyse. Sur la base d'éléments qui sont ceux qui me sont communiqués le samedi 15 décembre, je considère qu'il n'y a pas matière à saisir le procureur. Un témoignage qui, encore une fois, je ne vais pas me répéter, incertain, non avéré, sans preuve. Je n'ai pas entre mes mains un courrier de dénonciation, je n'ai pas entre mes mains je ne sais quelle disquette qui prouverait que, et encore, faudrait-il pouvoir faire expertiser la voix sur la disquette. Ce n'est pas le rôle de la présidence de la République. Le président de la République est très attaché au respect de la séparation des pouvoirs et il l'a prouvé dans cette affaire. Et l'instruction qu'il me donne est la seule instruction à laquelle je m'attendais d'ailleurs qu'il pouvait me donner. C'est à celui qui détient ou qui croit détenir des informations importantes dans une affaire susceptible de déboucher sur une procédure judiciaire, de les porter à la connaissance de la justice. Ça me paraît évident et nous sommes là, je crois, dans un mode de fonctionnement normal des institutions. Et je répète, on peut observer qu'entre le moment où Mediapart met cette affaire sur la place publique et le moment où une enquête préliminaire se déclenche, il se passe un mois. Trêve des confiseurs comprise. On a vu des affaires où les processus ont été beaucoup plus lents. Voilà, pas d'autres questions, Madame Bechtel, pas d'autres questions? Alors, on passe à notre collègue Baird. Monsieur le Président, que ne vous l'ai-je dit? Bien, Monsieur le Directeur, trois questions sur trois thématiques. La première, vous avez évoqué, dans vos fonctions de sous-préfet, les relations très courtoises, républicaines et d'évidence se supporter l'un l'autre sans trop de difficultés entre Michel Gonel et Jérôme Cahuzac. N'êtes-vous pas surpris et interpellé de voir Michel Gonel vous appeler pour une affaire qui met en cause celui avec lequel il entretenait ce type de relation? La deuxième question concerne la lettre dont on a parlé tout à l'heure. Michel Gonel évoque-t-il avec vous dans son entretien téléphonique le contenu de cette lettre qu'il souhaiterait envoyer ou transmettre au président de la République? Parce que, quelque part, quand il vous dit ce qu'il vous a dit, il vous a dit l'essentiel de ce qu'il avait à dire. Que pouvait donc contenir une lettre en termes d'informations supplémentaires? Et donc, a-t-il évoqué cela avec vous et vous-même, dans toutes les réflexions qui ont été les vôtres, n'avez-vous pas eu envie de connaître un peu ce contenu? Parce que, quelque part, il vous dit l'essentiel de la trame. Que pouvait-il ajouter de plus? On pourrait comprendre que vous vous posiez ce type de questions. Et la troisième remarque que je voulais faire, la troisième question peut-être aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Gonel est un homme de loi, un homme avisé, qui connaît le domaine de la loi. Est-ce que, dans les fonctions qui sont les vôtres, je pense que c'est peut-être ce qui vous a traversé l'esprit à partir du lundi et du mardi, n'avez-vous pas eu l'idée qu'on ait cherché à vous piéger de manière un peu grossière et à piéger la présidence de la République, un peu à la Schuller-Maréchal? Est-ce que cette idée-là a été vôtre après le lundi-mardi que nous évoquions? Réponse, Monsieur le Préfet. Sur le dernier point, la réponse est oui.
j'ai eu le sentiment qu'il pouvait peut-être y avoir une forme. J'ai parlé d'instrumentalisation, je n'ai pas parlé de piège, je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis de Michel Gonel, mais à l'évidence, j'ai eu cette conviction qui, je le répète, a été confortée, mais récemment, ça je l'ai appris récemment, lorsque, ici même, Michel Gonel vous a déclaré j'ai un contact avec Edoui Plenel, il souhaitait que je me dévoile. Je leur ai répondu que je n'avais pas l'intention de le faire de la façon à laquelle ils pensaient, sans leur préciser mon intention de m'adresser au président de la République. Ma conviction a été confortée dans le fait que ce coup de fil n'était pas seulement un coup de fil amical à une vieille connaissance. Je ne suis pas non plus complètement naïf. Combien même j'avais, avec cet élu, en son temps, des relations tout à fait cordiales et constructives dans l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot. En ce qui concerne le contenu de la lettre, moi, ce que j'ai compris de ce que m'a dit Michel Gonel, c'est que le contenu de la lettre ne faisait que formaliser par écrit tout ce qu'il m'avait expliqué oralement. Il ne m'a pas dit « vous aurez d'autres révélations dans ce courrier ». Il m'a dit « tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai préparé ou je vais préparer ». Honnêtement, je ne sais plus précisément, enfin en tout cas, il a bien parlé d'une lettre, un courrier qui vous explique tout ça. Bon. Et enfin, je réponds à la troisième question, mais que vous avez formulée en premier, sur les relations entre les deux hommes, entre Michel Gonel et Jérôme Cahuzac. Je vous dis ce que j'en ai connu et ce que j'en ai vu. Pendant la période où je suis sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, les deux hommes ont une relation que je qualifierais de courtoisie républicaine. C'est-à-dire que dans les inaugurations, dans les manifestations publiques, les deux hommes se respectent. Vous savez que vous connaissez le protocole, c'est le sous-préfet qui s'exprime en dernier. Il arrive parfois que les deux élus qui s'expriment avant s'écharpent. Ça m'est déjà arrivé. Là, ce n'est pas le cas. Les relations semblent courtoises, cordiales, mais je sens bien, parce que ça fait partie également de mon métier, qu'il y a quand même un rendez-vous qui se profile à l'horizon, qui est 2001. Un rendez-vous qui a eu lieu. J'avais quitté depuis février 2000 et continuant à suivre un peu la vie politique des différents postes que j'ai occupés, j'ai bien vu que la campagne de 2001 a certainement, j'imagine, peut-être un peu dégradé les relations entre les deux hommes. Mais je n'en sais rien. Je n'ai pas de contact avec eux, ni avec l'un ni avec l'autre. Mais avant de partir, je me souviens avoir dit au préfet il y a un rendez-vous au municipal qui risque d'être un peu musclé, un peu sportif. Bon. Voilà. Sur les relations entre les deux hommes, moi, ce que j'avais lu dans la presse quelques jours avant, c'est que Michel Gonel parlait de relations apaisées. Il disait, mais je suis retiré de la vie politique. D'ailleurs, je cite, je ne sais pas s'il l'a dit, mais enfin c'est ce que la presse met dans sa bouche, sur le mode ironique, il lui est reconnaissant d'avoir remporté la mairie en 2001. C'est ce que Michel Gonel dit de Jérôme Cahuzac. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une boutade, mais en tout cas, le message, ce que j'en lis avant l'appel, ce que j'ai lu la presse, c'est que les relations entre les deux hommes sont plutôt apaisées. Et c'est là que je me dis, mais si les relations sont apaisées, si Michel Gonel, comme il me le dit, ne souhaite pas nuire particulièrement à Jérôme Cahuzac, pourquoi avoir conservé cet enregistrement pendant 7 ans et surtout pourquoi le donner à Jean-Louis Bruguière, avec lequel il y a eu d'ailleurs quelques échanges de noms d'oiseaux entre les deux hommes à la suite de cette révélation. Enfin, c'est quand même un CD qu'il donne à l'adversaire politique déclaré de Jérôme Cahuzac. Si je veux du bien à quelqu'un, à mon avis, personnellement, je ne lui ferai pas ça. Donc, c'est pour ça que, quand je reçois ce témoignage, pardon d'y insister, mais je veux vraiment, là-dessus, être très clair, je suis plus que circonspect sur la crédibilité de ce témoignage. Je me pose des questions. Et je dis d'ailleurs au président, je dis, Monsieur le Président, ce que j'ai entendu là ce matin, prudence, je me pose des questions. Et c'est là qu'il me dit, c'est une affaire de justice, courrier, CD, c'est pas à nous d'enquêter, que Michel Gonel saisisse la justice. Mais j'ai de vraies interrogations, le 15 décembre et les jours qui suivent, sur la crédibilité de ce témoignage. Je vous le dis en toute honnêteté, tel que je l'ai ressenti. C'est-à-dire que vous n'y croyez pas? Je m'interroge. D'accord. Voilà, je m'interroge. Notre collègue Germain. Oui, Monsieur le Président. Si on relit un peu ce que vous nous avez dit, et en résumant les choses, et je le redis, je le reformule pour que vous puissiez me confirmer si c'est un peu ce que vous avez vécu, on comprend que vous avez cet entretien téléphonique avec Monsieur Gonel, que vous vous interrogez fortement sur la crédibilité, que vous avez prévu des nouveaux contacts, notamment ils vous promettent vous remettre un courrier avec des éléments plus précis. Moi, je partage ce qu'a dit M. Gorge tout à l'heure. On a tous connu dans nos fonctions respectives
des situations de cette nature, on essaie de faire le tri entre ce qui peut être une instrumentalisation dans les fonctions qu'on exerce. Et puis ensuite, et c'est là où je voudrais revenir, c'est que donc vous avez ce contact avorté, et si j'ai bien compris, le mercredi, il y a cette communication de l'Élysée, puisque vous nous avez fait état d'un contact avec le chargé de communication du Premier ministre, où vous dites à la fois, vous confirmez que cet échange a eu lieu, mais surtout, vous dites publiquement, donc y compris aux yeux de la justice, à M. Gonel, qui à ce moment-là est reconnu comme détenteur de l'enregistrement, d'aller voir la justice. Donc, dans le débat qu'on a eu un peu tout à l'heure, qui anticipe les conclusions de notre commission sur qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, est-ce qu'il fallait utiliser l'article 40 ou pas, en tout cas, il y a une communication officielle de l'Élysée, si je comprends bien, le mercredi. Une première question, c'est est-ce que le chargé de communication lui-même a eu des contacts avec le secrétaire général de l'Élysée ou pas pour caler ces éléments de langage? Mais si on comprend bien, il est sur la place publique que vous avez eu ce contact, qu'il a eu lieu et que vous l'incitez à saisir la justice. Donc je voudrais que vous puissiez me dire si c'est bien un peu la façon dont sont passées les choses. Ça implique deux questions. La première, c'est que dans cette affaire-là, vous connaissez bien M. Gonel. Nous l'avons auditionné, nous avons même décidé de le réauditionner à nouveau parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il nous a dites qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on a pu apprendre par la suite. Donc est-ce que vous-même, par rapport à la personnalité de M. Gonel, vous avez appris à prendre avec réserve ce qu'il a pu vous dire dans le passé? Donc quand il vient vous voir, eh bien, vous avez un peu le même réflexe par rapport à ce qu'il vous dit. Et puis la deuxième question, bon, je ne sais pas si vous pourrez nous y répondre, mais qui peut être utile pour nous pour comprendre d'autres choses, mais je vous la pose en tant qu'ancien sous-préfet ayant connu M. Gonel et ayant été à Villeneuve-sur-Lot. À votre avis, pourquoi est-ce que M. Gonel n'a pas utilisé cet enregistrement directement, ni en 2000, ni en 2006, alors même qu'il l'a utilisé indirectement, puisque la première fois il saisit un inspecteur des impôts et la deuxième fois il saisit Jules Bruguière et que les deux fois ça correspond à des échanges, à des échéances électorales. Donc est-ce que vous avez une explication sur le fait que, parce que cette histoire de relations cordiales et du fait qu'il se félicite que son opposant ait pris sa mairie, ça paraît un peu étrange. Donc quelle est votre explication à vous? Alors, sur le premier point, monsieur le député, sur la communication de la présidence, dès lors que la présidence est interrogée, alors je ne sais plus par quel journaliste, il paraît qu'il y a eu un contact entre Michel Gonel et un collaborateur du président. Est-ce que vous confirmez qu'une raison alors, je ne saurais pas vous dire précisément. Là, oui. Ça a lieu. Voilà. Il n'y a pas eu de communiqué. Dépêche AFP, mais la teneur, ce n'est pas une déclaration des. Voilà la pièce. Voilà la pièce. Je vous le lis. L'enregistrement des propos prêtés au ministre du Budget et évoquant un compte en Suisse appartiendrait à l'ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, Michel Gonel, évincé par Cahuzac au municipal de 2001. Alors je vous passe et ça finit. Contacter. Alors où est-ce que c'est la phrase? C'est celle-là. Mais non, c'est pas celui-là. Alors, il est actuellement. Voilà, c'est au début. C'est au début. Alors, je vous lis le début pour comprendre la suite. Le détenteur de la bande enregistrée sur laquelle le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, avouerait détenir un compte en Suisse est bien son ancien rival, Michel Gonel, selon Mediapart. Et il a contacté l'Élysée, a confirmé vendredi la présidence, interrogé par l'AFP, ouvrez les guillemets, nous confirmons que Michel Gonel a bien eu, virgule, il y a quelques jours, virgule, un contact avec le directeur adjoint de François Hollande, Alain Zabulon, fermez la parenthèse, a-t-on déclaré dans l'entourage du président. Voilà. Et après, nous l'invitons, alors on rouvre les guillemets, nous l'invitons à remettre tous les éléments à la justice, a-t-on précisé de même source, estimant toutefois, de nouveau ouvrez les guillemets, qu'il n'y avait aucun élément tangible. S'il dispose réellement d'éléments, qu'il s'adresse à la justice, puisqu'il y a une procédure judiciaire, a ajouté l'entourage du chef de l'État. Bon, effectivement, c'est sur la notion tangible. Il n'y a pas de preuve tangible. Bon. Non mais je vous lis, je vous donne l'information
précise, parce que souvent on fait du commentaire, du commentaire, du commentaire. Voilà les faits. Sur l'élément Monsieur tangible, le préfet. pardon, oui. Sur la notion d'élément tangible, je rebondis sur ce dernier mot. Je rappelle que nous sommes le 15 décembre. À cette époque-là, nous ne connaissons pas la suite, pardonnez-moi. Et à cette époque-là, de quoi disposons-nous? D'une accusation d'un organe de presse, point, qui documente, qui explique et qui fait révélation après révélation. C'est tout ce dont nous disposons. Je n'ai pas de courrier, je n'ai pas de CD, je n'ai rien d'autre. C'est cela que nous voulons dire derrière, pas d'éléments tangibles à ce stade. Alors, pour ensuite répondre à votre question, Monsieur le député, donc sur la communication de la présidence, donc je confirme ce qui vient d'être lu par Monsieur le Président, interrogé par la presse, la présidence confirme que ce contact a bien eu lieu, il n'y avait aucune raison évidemment de le dissimuler, et confirme et indique que Michel Gonel est invité donc à saisir la justice, c'est ce que je vous ai dit, je le confirme. Alors, vous m'avez demandé comment est-ce que je percevais le témoignage de Michel Gonel ou son attitude. Je l'ai dit, quand nous avons pendant 2 ans et demi collaboré, je l'ai dit, de manière tout à fait positive sur l'arrondissement. Moi, ça fait 20 ans que je fais le métier de sous-préfet et de préfet. J'ai toujours eu plutôt de bonnes relations avec les élus. Et donc, j'ai eu des relations avec lui bonnes, comme j'en ai eu dans d'autres postes. On a fait avancer ensemble des dossiers, notamment la communauté de communes du Villeneuvois. Donc, honnêtement, je le dis, je garde plutôt un bon souvenir de cette collaboration. Mais, entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Jérôme Cahuzac a ravi la mairie. Ensuite, il a été élu député. Je suis ça de manière très lointaine. Je ne suis plus dans le Lot-et-Garonne. Et donc, quand je reçois ce coup de fil, j'ai plutôt en tête ce qu'il a dit quelques jours avant, parce que j'ai lu les déclarations de Michel Gonel lorsqu'il dit « je ne suis pour rien dans cet enregistrement, je ne l'ai jamais détenu, c'est une histoire invraisemblable », enfin, les coupures de presse dont j'ai donné lecture tout à l'heure. Et je dois dire que je m'attends plutôt à ce qu'il me dise cela. Je m'attends à ce qu'il me confirme qu'il n'est absolument pour rien dans cette affaire. C'est ce que je lui dis, c'est ce que je lui réponds lorsqu'il me dit « vous vous doutez de l'objet de mon appel ?» Je dis « bah oui, j'imagine, oui, je m'en doute. Vous allez me parler certainement de cette affaire. » Mais la nature du témoignage après qu'il porte à ma connaissance, là, par contre, me laisse effectivement très, très perplexe et très surpris, puisque c'est vraiment exactement le contraire. Et donc là, quelles qu'aient pu être les relations cordiales que j'avais avec lui, je suis, là, pour le coup, prudent, attentif, et je suis collaborateur du Président de la République. Je ne me vois pas aller présenter au Président de la République un témoignage que je prendrais comme ça, comme argent comptant, sans autre forme de procès, si j'ose dire. Donc c'est vrai que je prends son témoignage avec beaucoup de prudence, et dans les jours qui suivent, il en est de même. Et puis vous m'avez posé une troisième question sur l'instrumentalisation. Oui, j'ai eu l'occasion d'y répondre. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Pourquoi Michel Gonel n'a-t-il pas, comme Edoui Plenel l'invitait à le faire, révélé publiquement son rôle en disant, voilà, j'assume mes responsabilités, j'ai eu cet enregistrement, voilà ce que j'en ai fait. Il aurait ainsi contribué de manière publique et ouverte à la manifestation de la vérité, et les choses étaient dites. Pourquoi ce biais? Pourquoi passer par la présidence de la République au motif qu'il y connaît une vieille connaissance? Voilà quelque chose qui, véritablement, m'incite à une certaine prudence et à une certaine retenue dans la perception que j'ai du témoignage que je reçois. D'intuition sur de réponse à cette question-là? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il n'ait jamais porté à la connaissance de la justice cette information-là? Est-ce qu'il y a des liens particuliers qui pourraient expliquer cela? J'ai regardé attentivement les réponses qu'il vous a faites lorsque vous l'avez questionné sur ce point. Il a dit Jérôme Cahuzac était un adversaire redoutable. Bon, c'est l'explication qu'il donne. Moi, je ne veux pas commenter cela. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a eu des scrupules? Est-ce qu'il ne savait comment faire? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne me sens pas autorisé à faire l'exégèse de la pensée de Michel Gonel. Par contre, ma certitude, c'était que, en m'appelant, ça n'était pas la bonne procédure qu'il utilisait. Ça, par contre, c'est sûr. Après, pourquoi n'a-t-il rien fait pendant des années? Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Terminé, M. Germain. J'ai 3 questions à poser avant de donner la parole à M. Morin. Est-ce à votre initiative ou à celle du président ou du secrétaire général de l'Élysée que vous avez contacté Jérôme Cahuzac le 15 décembre après l'entretien que vous avez eu avec le président? Je dis au président
bon, voilà cet entretien, il me donne l'instruction qui est celle que je vous ai indiquée, et je lui dis, Monsieur le Président, j'ai de bonnes raisons de penser que tout ça ne va pas rester secret très longtemps, parce que les choses se savent, ça va forcément plus ou moins circuler, et je pense qu'il serait bon que le ministre soit informé de ce témoignage. Je répète, nous sommes à la mi-décembre. La majorité des commentateurs, des observateurs pensent que Jérôme Cahuzac est de bonne foi. Et donc, je lui dis, si vous m'y autorisez, je veux bien lui passer un coup de fil, ce que je fais. Et donc, voilà, j'avise le président. Donc, il vous autorise à le faire? Oui, il me dit, oui, effectivement, prévenez-le, c'est peut-être mieux. Et donc, je le fais dans le contexte qui est celui donc, de l'époque. D'accord. Deuxième question. Quelles informations avez-vous exactement données à Jérôme Cahuzac? La teneur de l'échange que j'ai eu avec... La totalité des informations? Oui, l'ensemble des informations. Bon. Et troisième et dernière question. Il me dit... il me remercie... C'était la troisième question. Il me remercie de l'avoir informé de cela. Je le sens, je l'ai dit, un peu tendu. Encore une fois, on est dans un contexte où, évidemment, la pression est forte. Il était, je crois, assez pressé. Il devait être peut-être entre deux rendez-vous, j'en sais rien. Donc l'entretien est assez bref, pour le coup, beaucoup plus court qu'avec Michel Gonel. Donc il prend acte de ces informations, il m'en remercie et ne fait pas de commentaires particuliers. Donc vous n'avez pas de sentiment, vous n'avez pas ressenti non, que honnêtement, ça l'inquiète que ça l'inquiète, oui, certainement. Je vois bien, il m'écoute. Mais comment dirais-je, n'entrons pas dans un échange approfondi sur la nature de ce témoignage. Il me dit il vous a dit ça. Je dis oui, voilà. Donc vous avez les informations. Nous savons que la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, il avait indiqué vouloir porter plainte en diffamation. Et très honnêtement, je le dis, franchement, je me doutais que cette affaire allait sortir, que l'entretien que j'avais avec Michel Gonel allait rapidement se retrouver dans les journaux. Ce qui fait qu'il l'aurait appris par la presse et ensuite il aurait appelé la présidence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que... Bon, donc voilà, je lui ai donné cette information. Charge pour lui d'en faire l'usage qu'il souhaite. Mais il n'a pas fait de commentaires détaillés sur la nature de ces informations. Et donc l'entretien a été assez court. D'accord. Donc c'est vous qui lui avez donné des informations, mais vous n'avez pas eu de réaction de sa part. Si ce n'est qu'il m'a remercié. En disant c'est très ennuyeux, je sais pas, je fais une réaction, quoi. Non, il n'y a pas. Non. Aucune réaction. Non. Je l'ai senti quand même inquiet, forcément. Enfin, nous sommes à l'époque où on parle de son divorce, on parle de tout ça. Bon, voilà, donc, et après, plus aucun contact avec Jérôme Cahuzac de votre part? Ni avec l'un, ni avec l'autre. D'accord. Monsieur Morin. Pardon, j'avais une réunion de travail avant, donc si vous avez déjà répondu à la question, vous voudrez bien me pardonner. Je comprends très bien votre prudence. Vous voyez, on est directeur adjoint de cabinet du président de la République, on ne peut pas se prêter à toutes sortes de rendez-vous, etc. Tout ça, ça me semble très clair. Moi, il y a un truc qui vraiment me stupéfie. C'est l'inertie de la réaction du pouvoir politique face à quelque chose qui se déclenche. Quand on entend le directeur de cabinet de Pierre Moscovici, alors ça c'est le sommet, il n'a jamais passé un coup de fil, il ne s'est jamais informé sur l'état de l'avancement, sur ce que fait la DGFiP, enfin, etc. Vous n'avez jamais été tenté, vous, au sens collaborateur du chef de l'État, vous n'avez jamais été tenté de, en quelque sorte, d'essayer de faire percer le plus rapidement possible la vérité. Vous n'avez jamais discuté de cette question-là dans des réunions de cabinet. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, je ne sais pas si vous avez une réunion de cabinet tous les matins, je n'en sais rien, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Mais il n'y a jamais eu la volonté d'essayer d'avancer plus vite que forcément la lenteur de procédures judiciaires ou d'informations qui sont progressivement amenées par la presse. Je trouve ça vraiment, vous voyez, je trouve que c'est presque une faute, quoi. Je vous le dis parce que je trouve incroyable qu'un directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances puisse dire moi je ne me suis jamais préoccupé de ce sujet-là. Parce que c'est pas vrai déjà, je suis sûr que c'est pas vrai. Et deuxièmement, je pense que c'est même une faute. La deuxième chose, est-ce que vous avez, un moment ou un autre, pensé, vous, au sens collectif, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment que pour essayer de savoir si réellement M. Cahuzac avait ou non un compte en Suisse, de lui dire, Jérôme, compte tenu des conditions du secret bancaire suisse,
c'est toi-même qui vas poser la question à la banque. Peut-être que vous avez déjà posé la question. Parce que finalement, s'il posait la question lui-même... Pas monsieur le directeur, on a déjà posé dans d'autres... Personne n'a évoqué de se dire, mais on pourrait peut-être essayer de se débarrasser de cette question-là plus rapidement, quoi, vous voyez? Monsieur le directeur. Du tout, monsieur le ministre. Allez, réponse. À mon niveau, au niveau de responsabilité qui est le mien, je n'ai pas participé à des réunions ou des échanges ou des analyses sur l'affaire Cahuzac. Vous dire qu'il n'y en ait pas eu, je n'en sais rien. Vous dire que tel ou tel n'est pas cherché à s'informer, peut-être. En tout cas, pas à mon niveau. Je l'ai dit avant votre arrivée, monsieur le ministre, je n'étais pas en charge, et je ne suis pas en charge, du suivi de l'affaire Cahuzac au cabinet du président de la République. Après, qu'il y ait eu des échanges ou des recherches d'informations, peut-être, je n'en sais rien, des coups de fil, des confrontations d'analyse. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais ça, c'est possible. Entre nous, entre collègues, oui, sûrement. Mais rien qui puisse déboucher, comment je veux dire ça, sur une procédure, une formalisation administrative. Et sur l'inertie, je suis loin de détenir tous les clés de ce dossier, vous l'avez compris, toute la partie Bercy m'échappe complètement. Je n'ai pas de contact avec le cabinet de Bercy, ni avec celui de Jérôme Cahuzac, ni avec celui de Pierre Moscovici. Mais j'ai fait observer tout à l'heure qu'entre le moment où Mediapart dévoile ces informations et le moment où la justice ouvre une enquête préliminaire, il s'est passé un petit mois. Donc, dire qu'il y a eu inertie ou frein ou autre me paraît sévère lorsque l'on sait avec quel délai sortent parfois certaines affaires. En un mois, l'enquête préliminaire s'ouvre, la justice fonctionne, Edoui Plenel, ici en commission, reconnaît qu'elle fonctionne d'ailleurs sans entrave, et la suite, vous la connaissez. Donc, je trouve que l'appréciation est sévère, et que dans cette affaire, eh bien, la justice a pu faire son travail, et c'est heureux pour cette démocratie. Et sur le fait que lui-même pose la question, personne ne s'est approché. Sur le fait que le ministre lui-même pose... À mon niveau, je n'ai pas la réponse à cette question. Je suis précis, je n'ai pas la réponse à cette question. À mon niveau de responsabilité que celui qui est le mien. Merci, monsieur le directeur. Je crois que nous avons terminé. Donc, merci de votre comparution. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons cet après-midi, donc à 16h30, dans cette même salle, pas salle Lamartine, ici, dans la salle de la Commission des Finances, nous auditionnerons les anciens enquêteurs de la B2I de Bordeaux, en place au moment du transfert du dossier de Jérôme Cahuzac, je dirais ceux qui sont encore vivants, puisque le principal responsable, comme vous le savez, est décédé. Et demain, à 14h, attention, c'est à 14h, nous auditionnerons Jean-Louis Bruguière, salle Lamartine, puis à 16h30, salle 6237, au deuxième sous-sol, le procureur de Paris, François Molin. Et à l'issue de cette audition, nous aurons une réunion de travail pour faire un premier bilan de l'avancée de nos travaux. Donc je compte sur le maximum d'entre vous. Il y a deux objets. On fait le point de où est-ce qu'on en est dans la révélation de la vérité et comment il faut éventuellement réorienter nos investigations, quels sont les éléments, etc., les personnes qu'il faudrait auditionner. Voilà, donc je compte sur vous demain jusqu'à la fin de l'après-midi pour qu'on travaille à huis clos cette fois sur la suite. Merci à tous.